Alors c'est différent de Pérec ou de Gary. La question de la judéité est une question qui est absolument exhibée partout dans l'œuvre de Cohen, même si finalement quand on demande un petit peu, Cohen est surtout connu comme le grand romancier de la Passion au XXe siècle. Le grand roman d'amour, c'est Belle du Seigneur. Et beaucoup de lecteurs ignorent même, ou ont oublié après leur lecture, que cette thématique de la judéité est pourtant centrale, et elle fait en fait signifier jusqu'à la relation amoureuse la passion entre Ariane et Solal, qui est travaillée par cette question et par toute une éthique de l'autre, de la rencontre avec l'autre, qui a beaucoup de points communs avec Lévinas et avec une pensée inspirée d'elle. Voilà, donc éloge de l'amour. Ce qu'il faut quand même nuancer, c'est que c'est aussi une satire qui est rendue moins visible dans Belle du Seigneur à cause des conditions éditoriales. En fait, bon, Cohen a, comme je l'ai dit tout à l'heure, a passé vraiment énormément de temps à travailler Belle du Seigneur. C'était son grand chef-d'œuvre. Il voulait écrire une geste des Juifs, donc une sorte d'épopée des Juifs, avec un immense roman qu'il conçoit dès les années 30. Dans les années 30, en 1930, il publie son premier roman qui s'appelle Solal, qui est le début de cette geste des Juifs, où on va retrouver ce héros, Solal, son enfance, et puis ensuite sa vie en Occident et ses premières aventures amoureuses. Et Belle du Seigneur est la suite directe de Solal, en fait plus exactement, qui vient s'insérer entre les deux. Mancheclou paraît en 1938, et en fait à ce moment-là, c'est Gallimard avec lequel Cohen avait signé un contrat. Il avait signé un contrat pour 5 romans à venir, et Gallimard lui versait une rente, vivre, entre autres. Et en 1938, au bout de 8 ans, après Solal en 1930, Albert Cohen n'a toujours rien donné à Gallimard. Donc, vous imaginez qu'au bout d'un moment, un éditeur peut être un grand philanthrope, mais il y a un moment où, au bout de 8 ans de rente, il s'agit quand même d'obtenir quelque chose. Donc Gallimard presse Cohen de lui donner un roman à publier. Or, Cohen écrit Belle du Seigneur, mais il est dans un état qui n'est pas assez avancé. Il retranche des chapitres, des passages, avec lesquels il fait Mancheclou, et il prend principalement les chapitres comiques de Belle du Seigneur, qui est une future Belle du Seigneur, le roman ne s'appelle pas encore Belle du Seigneur. Il prend tous les chapitres qui concernent les personnages qui s'appellent les Valeureux. Les Valeureux, ce sont les cousins de Solal, c'est la famille, ses cousins éloignés avec son oncle, etc., qui sont des Céphaloniens, une petite île grecque, donc qui sont des juifs de Céphalonie, des juifs séfarades extrêmement exubérants, très burlesques, avec quelque chose qui ressemble, si vous voulez, une analogie à quelque chose d'un peu rabelaisien, si vous voulez. Donc il retranche tout ceci et il en fait Mancheclou. Ce qui fait que Mancheclou, pour ceux qui l'ont lu, a une structure très étrange. C'est-à-dire que c'est consacré quasiment à 90% aux Valeureux, à leurs aventures, et puis à la toute fin apparaît Ariane et Solal avec le début de l'histoire d'amour. Et ça s'arrête là. Ça s'arrête sur Solal qui va aller à la conquête d'Ariane. Et en fait, il faudra attendre 30 ans où Belle du Seigneur va séduire Ariane. Simplement, vous imaginez bien qu'en 30 ans, les lecteurs qui se souvenaient encore de Mancheclou étaient peu nombreux. Alors, ce qui fait aussi qu'en 67-68, quand Cohen donne son manuscrit à Gallimard, en fait, il a recommencé une structure assez proche de celle de 1938, c'est-à-dire un roman de 2000 pages, qui contient énormément d'épisodes sur les Valeureux, d'épisodes burlesques. Simplement, Gallimard lui dit non, mais c'est inéditable en l'état, personne ne va l'acheter, personne ne va lire. Cohen est à nouveau obligé de réenlever, retrancher tous les, enfin pas tous, mais une bonne partie des chapitres sur les Valeureux qui formeront le roman qui suivra l'année d'après, Les Valeureux,
qui de ce fait est extrêmement proche de Manche-Clou. Il y a une très grande proximité entre les deux parce qu'ils ont été composés dans des situations éditoriales qui sont presque les mêmes. Alors ce qui fait aussi, deuxième conséquence, c'est que le contrepoint entre l'amour et la critique de l'amour est quelque chose d'assez pulsionnel. Il y a plein de raisons qui peuvent s'expliquer, qui peuvent l'expliquer. Il y a des raisons simplement conjoncturelles. On le voit bien, hein, des raisons sociales. Il est clair que quand les situations économiques deviennent difficiles, un bouc émissaire est toujours requis pour donner une explication tangible à cette situation. Donc bouc émissaire qui a varié dans l'histoire, mais qui effectivement a souvent été le juif. Il y a ensuite des raisons liées à ce que représente la judéité. La judéité, c'est quelque chose qui est difficile à définir, premièrement. D'ailleurs, on le constate dans la langue, on hésite souvent. Judaïsme, judaïté, judéité, est-ce qu'on met une majuscule à juif, est-ce qu'on n'en met pas, etc. Parce que la judéité, l'identité juive en tant que telle, la manière de vivre cette appartenance à un groupe, si vous voulez, ce n'est pas une religion. C'est le judaïsme qui est la religion. Oui. Oui, mais le peuple juif se considère quand même comme le peuple élu de Dieu. Oui. Et ça, c'est quand même un peu particulier. Alors, il y a cette histoire d'élection, mais là, on est dans le domaine vraiment du judaïsme, hein, proprement dit, parce qu'il est possible d'avoir une judéité sans judaïsme. Ce qui est le cas, d'ailleurs, de très nombreux penseurs, écrivains. Pas question de judaïsme chez Romain Gary, chez Georges Perec. Chez Albert Cohen, c'est encore plus problématique parce que là, on a un judaïsme mais athée. Hein, il y a un désir de croire en Dieu, mais l'impossibilité de croire en Dieu. Donc cette question de l'élection, c'est... Donc dans ce cas, je change de, si vous voulez, de ce que j'étais en train de dire, mais pour répondre à cette question de l'élection, ça peut aussi être l'un des facteurs ou l'une des justifications qu'utilise l'antisémite pour justifier sa haine du juif. Même si on constate très souvent l'antisémitisme qui est justifié comme ceci ne se limite pas à la haine du judaïsme, mais à la haine du juif même lorsqu'il ne pratique pas la religion. Donc on voit bien que ça dépasse toujours cette question. Bien entendu, la question de déclarer un peuple élu est une question qui peut engendrer ce genre de concurrence, même si lorsqu'on... tous les penseurs, les écrivains et les exégètes le disent, hein, cette élection, c'est une élection pour porter un message qui est un message éthique, hein, qui est le message effectivement des 10 commandements, qui n'est pas, il n'y a pas d'hégémonie. Alors après, hein, même dans les discours antisémites récents, hein, on a encore qui sont aussi qui reprennent des formes anciennes, cet argument qui est allégué, hein, que le fait que ce peuple élu est un peuple conquérant qui veut s'imposer, etc. Et il y a eu des polémiques assez récentes depuis 2000 à ce sujet-là. Voilà, donc il y a donc ce point que cette judéité reste difficile à circonscrire, à définir. Et puis je pense tout simplement, hein, la raison principale, c'est cette propension, qui est une propension humaine, hein, hélas, à la haine de l'autre, de tout ce qui est différent, de toute façon. Hein. D'autant que le statut des Juifs, tout au cours de leur longue histoire, a été un statut très très particulier, puisqu'il s'agit d'individus liés à la diaspora, qui sont dispersés par la diaspora, donc qui ne sont pas reliés, qui n'appartiennent pas directement à une nation, ou en tout cas dont le lien pose problème, dont le lien est fragile parfois, ils ont pu être chassés, etc. Et un sentiment malgré tout d'appartenir à une entité commune, mais qui n'est pas une nation, qui n'est pas un peuple, qui n'est pas une religion. Et après, qui va être défini différemment en fonction des sensibilités. Et d'ailleurs, c'est l'une des questions que pose cette littérature au XXe siècle, c'est pourquoi ce sentiment d'appartenance chez des individus qui ont été élevés en dehors du judaïsme, sans fréquenter forcément d'autres personnes d'origine juive, etc. Pourquoi malgré tout? Et pourquoi aussi, ce qu'on observe beaucoup, c'est ces trajectoires sous forme de revirement, négation
de l'identité juive, et puis revirement d'un seul coup, retour à cette identité juive. Alors il y a eu un premier virage qui était mai 68, un deuxième avec la guerre de Kippour, etc. Il y a eu plusieurs moments. Enfin, on pense en particulier une trajectoire célèbre, c'est celle de Béni Lévy. Béni Lévy, qui prend le nom de Pierre Victor, qui renie, si vous voulez, son identité juive, qui va être un maoïste engagé pendant très longtemps, et puis qui décide d'un seul coup d'émigrer en Israël, de se tourner vers l'étude des textes, etc., et qui aura une influence décisive sur le Sartre vieillissant, l'aidant à relire un petit peu la manière dont il avait perçu cette question dans ses réflexions sur la question juive, dans cette identité négative où le juif ne serait que lié au regard de l'antisémite. Voilà, mais il n'y a pas de... Et puis en plus, je pense qu'à chaque période, ces facteurs. À l'heure actuelle, il est clair que les facteurs principaux viennent du conflit Israël-Palestine, bien entendu, ce qui n'était pas le cas au début du XXe siècle. Oui. Comment peut-on expliquer le lien entre les événements de 68 et l'espèce de regain des écrivains juifs? Alors, on n'a pas un lien de cause à effet direct seul, c'est tout un ensemble de facteurs qui jouent ensemble et qui, en partie, facilitent, occasionnent mai 68 et qui aussi sont occasionnés, vous voyez, il y a une sorte d'interaction. Il y a de toute façon très progressivement, aux alentours de 68, un réveil de ces mémoires de la collaboration, de la déportation, de l'occupation, de l'identité juive qui commence à s'amorcer. Il y a eu aussi je pense qu'il y a un premier virage important, c'est la guerre d'Algérie aussi, qui modifie la donne. En 67, avant l'événement de mai 68, il y a un événement décisif qui est la guerre des 6 jours en Israël, bien entendu. Alors là, qui est un tournant, mais à double effet, c'est-à-dire qu'il y a une partie des intellectuels qui se détournent d'Israël, pour certains associés à l'impérialisme américain, puisque le juif sort de son statut de victime qu'il avait depuis les camps pour devenir maître de son histoire. Et donc il y a un revirement qui se fait, soit dans le sens d'un détachement, soit au contraire dans le sens d'un ralliement. Et puis ensuite, avec mai 68, on a vraiment, si vous voulez, c'est un premier effritement aussi qui se joue autour du communisme. Enfin, la suite, si vous voulez, mais qui se matérialise vraiment, effritement autour du communisme, déception par rapport à ces idéaux, qui étaient des idéaux de substitution, aussi des idéaux qui avaient permis de se reconstruire, de reconstruire l'après-guerre, et qui commencent justement à s'effondrer. Et d'ailleurs, on voit qu'à ce moment-là, certains intellectuels se tournent, donc on va se tourner vers d'autres formes de communisme que le communisme de l'URSS, maoïsme, Cuba, etc. C'est le moment, l'Amérique du Sud, on commence à chercher ailleurs cet idéal, alors que, et on a beaucoup de déçus du communisme qui vont donc à ce moment-là faire retour vers cette identité juive qu'ils avaient pu taire ou considérer comme accessoire à ce moment-là. D'ailleurs, l'attitude du premier Pérec est assez emblématique. Les premiers textes qu'il écrit dans les années 60 sont des textes marxistes, d'influence. Ça n'a jamais été un grand militant marxiste, mais d'influence marxiste. Et justement, on voit bien comment, on a aussi dans les correspondances, etc., comment il ne veut pas se définir comme juif. Et par contre, après 69, avec la disparition, c'est là que commence cette exploration. Voilà. Et puis pour Duras, c'est net aussi. Pour Duras, 68, c'est la trahison du Parti communiste. Le Parti communiste n'a pas soutenu les révolutions, dans l'ensemble de l'Europe de cette époque-là. Le Parti communiste n'a donc pas suivi la jeunesse, l'amour, etc. Tout ce qui, pour Duras, est impliqué là-dedans. Et c'est à partir de là qu'elle se tourne
parce que dans la première partie de son œuvre, si vous voulez, le militant communiste incarne un espoir. Et puis à partir de là où il n'y a plus d'espoir dans le militant communiste, il y a un espoir qui est relayé cette fois par la figure du juif, qui incarne ses valeurs spirituelles, ses valeurs d'amour de l'autre, de rébellion, de séparation avec l'ordre établi, etc., que le communisme n'est plus capable d'incarner. Pouvez-vous développer l'antisémitisme qui se teinte de philosémitisme ces dernières années-là, et citer des noms? Oui, alors par exemple, on peut trouver l'attitude, si vous voulez, l'archétype de cette position, celle de Léon Bloy, qui est l'un des premiers à proclamer un grand philosémitisme, qui lui fait dire finalement que le juif est différent, donc voilà, il le loue pour sa différence, mais il en déduit que ce juif ne peut pas vivre en France et qu'il doit donc repartir en Israël. Vous voyez, c'est ce genre de raisonnement qui sont d'ailleurs alimentés, enfin qui sont vraiment très très fréquents. Et donc à l'heure actuelle, je pense en particulier à Renaud Camus. Renaud Camus, donc, qui est un intellectuel, philosophe, écrivain, de plus en plus résolument à l'extrême droite, et qui a écrit un texte qui s'appelle, c'est la publication de son journal, je crois que c'est en 2002 ou en 2000, je ne sais plus, qui a été en fait qui a été retiré des ventes parce que ça a déclenché justement un grand tollé à cause de déclarations antisémites relativement nombreuses. Et donc Renaud Camus reprend l'affaire quelques années après, 2 ans après je crois, dans un livre qui s'appelle Du sens, dans lequel il se justifie. Et donc pour se justifier, il fait profession d'amour, il professe un amour pour les Juifs, exactement sur le même mode que Léon Bloy. Il nous dit donc, si vous voulez, dans ce texte, qu'il aime la différence culturelle, etc. Et puis, donc, en reproduisant ce type de raisonnement, et puis par exemple, ce qui est assez manifeste, c'est qu'il prend la peine régulièrement de mentionner certaines personnes. Le but est de nommer les gens et à chaque fois de préciser qu'ils sont d'origine juive. Mais si vous voulez, il ne dit pas, c'est pas une critique directe, mais il mentionne régulièrement, comme s'il était nécessaire de le préciser, de dénombrer, Renaud Camus était connu pour ça aussi, de dénombrer les journalistes d'origine juive à France Culture, etc. etc. Voilà, si vous voulez, ça se déguise sous ces formes-là, mais la forme, je dirais, la plus manifeste à l'heure actuelle, c'est plutôt la forme de l'antisionisme et la revendication de l'universel. La revendication de l'universel, c'est-à-dire que au nom de l'universel, qui est l'idéal au départ, si vous voulez, qui est érigé chez ces penseurs comme en quelque sorte l'idéal biblique, l'idéal d'amour de l'autre, etc. Et pour eux, à l'heure actuelle, le juif en Israël trahit ce principe puisqu'il s'affirme non pas comme le même mais comme l'autre. Et à partir de là, eh bien, on peut reprocher énormément de choses et les accusations dérivent vite sur des accusations, ça aussi c'est l'accusation l'une des plus fréquentes, de reproduire le nazisme en Israël. Voilà. Si vous voulez, après, de fil en aiguille, voilà. Et c'est souvent basé sur des réflexions qui sont basées sur une philosophie un petit peu évanescente et sur des principes linguistiques expliquant que les juifs ne portent plus le mot juif, etc. On peut trouver ça chez Alain Badiou. Et il est souvent très difficile de savoir s'il s'agit véritablement d'antisémitisme ou d'une pensée qui est incapable de penser un universel différencié, finalement. C'est ça le problème de l'universel, c'est de pouvoir penser une singularité dans l'universalité aussi. Et de ne pas penser à un universel unificateur. Le même n'est pas forcément, ne laisse pas place justement à la différence. Et donc le vrai problème de l'antisémitisme à l'heure actuelle, c'est qu'il est assez difficile à cerner et parfois, et de ce fait, plus difficile à réfuter en quelque sorte aussi. Parce qu'il gagne progressivement. Oui.
dans tout ça, où vous positionnez l'argent et le pouvoir. Parce que bon, on doit dire qu'actuellement, les hommes les plus puissants de ce genre-là, c'est quand même les plus puissants, quelque part, sont quand même toujours des juifs. Et Goldman Sachs, non mais alors, ce qu'il faut voir, c'est que ça, c'est l'argument vraiment le plus canonique hein, de l'antisémitisme qui existe depuis très longtemps. Alors, ce qu'il faut quand même considérer, c'est qu'effectivement, des juifs fortunés, il y en a eu, il y en a encore. Mais au même titre que des catholiques, des Français, en même temps, enfin, vous voyez, ça ne rentre pas dans un critère, mais que tout autre type de religion, que tout autre type de personne. Et ce cliché du juif riche fait souvent oublier que, notamment, alors c'était extrêmement vrai dans tout le début du XXe siècle, il y a une misère des juifs immigrés qui est totalement passée sous silence, sauf par justement les écrivains juifs de l'époque, André Spire, Albert Cohen aussi, etc., qui se préoccupent justement de ce petit peuple juif que cette figure du juif parvenu, riche et installé, a fait oublier. Bon, en plus, hein, cette figure du juif qui possède de l'argent, etc., a aussi, hein, au XVIIe, au XVIIIe, des raisons historiques, hein, qui vient des différentes cours d'Europe. Hannah Arendt explique ça très bien dans les origines de l'antisémitisme, du totalitarisme, hein, que finalement beaucoup de cours déléguaient à certains juifs la question des transactions financières, parce que, notamment dans les cours de religion catholique, on ne manipulait pas l'argent comme ça. Donc on le faisait manipuler aux autres. Oui. Et en quoi Maurice Barrès est antisémite? Alors chez Barrès, la question est compliquée dans le sens où Barrès, vous voyez, hein, il y a des trajectoires extrêmement nombreuses. Barrès est quelqu'un qui a changé de position. Mais au moment de l'affaire Dreyfus, c'est un antisémite virulent qui pense en fait si vous voulez, Barrès, hein, je retrouverai des citations, je sais pas si, une citation éloquente que je peux vous donner de Barrès, je ne sais pas si je vais réussir à la retrouver, mais non, j'arriverai pas à la retrouver. Bon, en tout cas, Barrès dit que le juif est une merveilleuse chance pour exprimer sa haine, et que si le juif n'existait pas, il faudrait l'inventer, parce qu'on a besoin de cet antisémitisme. Donc vous voyez, il y a plusieurs propos hein, de Barrès qui sont très choquants, mais après-guerre, après la Première Guerre, Barrès va changer de position. De toute façon, la Première Guerre mondiale change beaucoup de choses dans le statut des Juifs en France. Hein. Ils ont combattu pour la nation, etc. Il y a vraiment une marche qui est franchie dans la question de leur intégration. Et Barrès, de ce fait, l'inclut dans ce qu'il appelle les grandes familles de France. Hein. Barrès, c'est quelqu'un qui pense par question identitaire, par groupe. Et en fait, avant la guerre, si vous voulez, les écrivains d'origine juive se sentent exclus par cette figure très médiatique hein, qu'est Barrès, et donc ressentent aussi qu'il y a comme un appel à se définir. Parce que Barrès explique justement que le juif, contrairement aux grandes familles françaises, etc., n'a pas de tradition enracinée, etc. Et donc tous ces écrivains, comme André Spire, comme Albert Cohen, comme von Fleck, vont justement chercher à définir cette identité juive, etc., en réponse à ce défi un peu que leur posait Barrès. Voilà, même si Barrès change d'avis après-guerre. Mais finalement, vous voyez, les revirements hein, chez les écrivains d'origine juive, on les constate aussi chez les non-juifs, les changements de Duras, par exemple, hein, sur son philosémitisme qui devient totalement envahissant après 68, et changements chez certains antisémites aussi. Un revirement spectaculaire, c'est aussi celui de Maurice Blanchot. Maurice Blanchot qui, avant-guerre et pendant l'occupation, est un polémiste antisémite extrêmement virulent, et qui va basculer totalement dans un philosémitisme complet après-guerre, comprenant qu'il avait fait fausse route du début à la fin. Mais Barrès ne ramène pas quand même, parce qu'avec l'Action française,
l'intelligence, le centre de l'intelligence à Paris, c'est comme Varèse. Oui. Après, dans les années 20, années 30, oui. Hein, si je ne me trompe pas. Oui. Après, avec Bernanos, donc c'est le même mouvement de l'intellectuel de droite, hein, oui. on peut dire, ramène quand même l'Action française qui ramène Pétain, Pétain. Oui, de toute façon, c'est le... Après... Bien sûr, mais en même temps, alors les situations sont très complexes, hein, parce que vous n'êtes pas obligatoirement antisémite quand vous êtes de droite ou d'extrême droite avant la Seconde Guerre mondiale. De même, vous n'êtes pas les intellectuels ne sont pas tous les intellectuels qui soutiennent Pétain ne soutiennent pas tous l'antisémitisme. Ceux qui soutiennent qui professent, qui sont, par exemple Blanchot, hein, il est antisémite, d'extrême droite, anticommuniste, mais opposant farouche à l'Allemagne. Vous voyez, il y a vraiment tout un panel très varié de postures qui sont envisageables dans ce paysage politique extrêmement contrasté. Hein. Un écrivain comme Bernanos, oui. Qui était d'extrême droite, n'était absolument pas antisémite. Voilà. Alors, on a des... la question est débattue hein, sur certaines déclarations, mais c'est pas partie des... voilà, et puis c'est un écrivain qui s'est... je dirais qu'il s'est ravisé aussi hein, sur ce point-là, comme Blanchot, comme Barès, alors que d'autres, hein, comme Céline, ne se ravisent pas. Et Céline, alors comment peut-on, quand on lit Le Voyage au bout de la nuit, par exemple, on ne s'attendrait jamais à de telles déclarations, on est surpris quand même. Est-ce qu'on sait ce qui s'est passé chez lui Alors, je ne pense pas qu'il y ait, en termes de biographie, une rupture entre Le Voyage au bout de la nuit et les textes qui suivent. C'est juste que Le Voyage au bout de la nuit, c'est un premier roman qui est écrit, enfin qui paraît en 1932, donc il est écrit avant, et on n'est pas encore entré totalement hein, dans ce contexte. Et puis, mais il est clair que Le Voyage au bout de la nuit n'est pas un texte antisémite. Hein, pas du tout, il n'y a aucune trace d'antisémitisme. Céline s'en prend à peu près à tout le monde dans Le Voyage au bout de la nuit, aussi bien aux colonisés qu'aux colonisateurs dans les passages en Afrique, aussi bien aux prolétaires qu'aux patrons en Amérique, etc. etc. Simplement, les textes antisémites vont commencer à se développer hein, vraiment ensuite avec les pamphlets pendant la période de l'occupation. Et puis, je pense que l'ambiguïté la plus manifeste, elle est peut-être sur l'œuvre qui suit, l'œuvre qui fait suite à la guerre, parce que là, on a des textes donc, qui ne sont plus des pamphlets, et des textes dans lesquels les vieilles obsessions ont l'air de revenir en sourdine, avec une haine un peu généralisée. Alors Céline s'en prend, comme il dit, aux jaunes, aux noirs, aux juifs, etc. Mais on sent que finalement, cette haine qui s'était déchaînée totalement dans les pamphlets, elle n'est pas complètement muselée, hein. Elle continue, et puis elle continue à réveiller des souvenirs hein, chez certains lecteurs. Mais en même temps, vous voyez, c'est comme si on pense à Drieux aussi, Drieux-La Rochelle, ses romans ne sont pas manifestement antisémites. C'est son journal qui est un véritable déversoir de haine. Donc vous voyez, l'écrivain est aussi de toute façon capable de séparer des productions, hein, et en même temps, un être humain n'est jamais un et indivisible, hein, comme on le voit bien. Le panorama, vous êtes limité à la situation française, oui. Mais vous datez le basculement autour de 68. Est-ce qu'il n'y a pas une influence, par exemple, de ce qui se passe aux États-Unis? Il y a une abondante production d'écrivains juifs aux États-Unis, et revendiqués comme tel. Et ensuite, est-ce que ça modifie quelque chose dans la dernière période, qui est une naissance, enfin, qui est une littérature juive en Israël même? Et comment ça interfère dans les deux cas, donc avec ce qu'écrivent les écrivains français à l'époque? Oui. Il n'y a pas de... Je ne suis pas sûr qu'il y ait des influences très directes
du roman juif américain sur des écrivains comme Romain Gary, Georges Perec, Marguerite Duras. Voilà, je ne pense pas qu'on puisse effectivement ici faire un lien, d'autant plus qu'on a une situation effectivement aux États-Unis qui est complètement différente. Le problème ne se pose pas du tout de la même manière. D'ailleurs, si on regarde en Allemagne, là encore, on a une situation qui est largement différente. Après, voilà, il est possible qu'il y ait des influences réciproques, mais plus souterraines, modification générale d'un contexte, etc. Mais je ne pense pas qu'il y ait de traces directes ici d'une influence. Quant à la littérature israélienne, en termes d'influence aussi, je pense que ces écrivains en France, Modiano, Perec, Gary, Cohen, etc., ne sont pas des lecteurs qui ont été cherchés vers ces traditions-là, vers cette littérature-là. En revanche, que la littérature américaine est influencée la littérature israélienne, ça je pense que c'est plus, il y a plus de chances, effectivement. Mais là, je ne peux pas vous répondre très précisément, à mon avis, sauf si vous avez vous-même des... Non, il y a par exemple Gary, quand même, comme il a séjourné oui, Gary, mais alors la question... Il y a un certain nombre de romans qui se passent aux États-Unis. Bien sûr. Alors la question, si vous voulez, avec Gary, c'est que Gary ne veut pas faire du roman juif, comme on a pu dire. Il y avait une veine, début XXe siècle, du roman juif, d'ailleurs pas toujours écrit par des écrivains d'origine juive, les Tarot, la Crételle, etc. Il y avait comme Albert Cohen en parle dans L'Angelou, c'est ce qu'on appelle le filon juif. C'était un moyen de vendre un petit peu, c'était exotique, etc. Et donc il y a une forte suspicion chez Gary. Si vous voulez, Gary, le problème de l'identité juive, pour lui, c'est le problème de l'identité. Parce que Gary, c'est quelqu'un qui ne veut pas être enfermé dans une identité, dans une peau. D'où ces personnages qui changent d'identité en permanence. L'intérêt de l'œuvre de Gary, c'est justement de démultiplier nos identités possibles dans le roman. Et puis, en tant qu'écrivain, il le fait avec les jeux de pseudonymes, changement d'identité. Et puis, bien sûr, la célèbre affaire Ajar, qui arrive à la toute fin, où Gary dit qu'il en a assez d'être lui-même, de l'étiquette Gary. C'est vraiment toujours ce problème d'être enfermé dans une identité. Donc, pour Gary, c'est très problématique, la question de la judéité. C'est pour ça que ça se fait avec ce dibouk aussi. Parce que le dibouk, ça permet finalement d'être juif sans être juif, de passer comme ça d'une identité à l'autre. Ça permet de résoudre cette tension, et c'est pour ça aussi Gary attend si longtemps pour vraiment se pencher sur cette question. De ce fait, je pense que Gary, qui est un grand lecteur, qui a lu beaucoup de romans américains, ne voulait pas du tout d'une littérature étiquetée roman juif français, roman juif américain, etc. Je pense qu'il s'en méfiait énormément. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la thématique de la judéité est plutôt intermittente dans son œuvre. Il n'y a pas, après Gengis Khan, toute une œuvre qui est centrée là-dessus. Ça va revenir à plusieurs reprises dans l'implicite, dans des différentes choses. Ça revient aussi dans la vie devant soi, sous la plume d'Ajar, etc. Qu'est-ce que vous pensez de la dernière génération quand Jossman dit par exemple que les jeunes générations ne doivent pas écrire sur la guerre, et quand on voit par exemple, je vais oublier les noms des auteurs, mais par exemple Origine du Mal, je crois, ou HHH d'un autre auteur, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est bien que les auteurs écrivent sur ce qu'ils n'ont pas connu ou... Alors, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? C'est pas un jugement. C'est-à-dire que la question ne se pose pas comme ça. Mais ce qu'on constate en effet, c'est que il y a toute une jeune génération qui continue à écrire sur ce thème-là. L'idée, c'est véritablement d'écrire avec une mémoire qui n'est pas la sienne. Alain Fleischer, qui est un écrivain contemporain, mais qui est né en 1948, dit « c'est la mémoire de ce que je n'ai pas connu ». En même temps, on voit qu'il y a des tentatives aussi d'écrire pour se libérer de cette mémoire. Une mémoire qui peut devenir un carcan, qui peut enfermer, qui peut être sentie comme une prison, comme quelque chose
dont on a besoin de s'échapper par l'écriture, mais je pense qu'il est important qu'il y ait toujours des fictions sur ces événements, au-delà de la portée, voilà, la portée historique, etc., pour entretenir cette mémoire, pour faire vivre cette mémoire, et on constate de toute façon qu'elle reste effectivement pour l'instant très vive dans la littérature, et même effectivement chez de jeunes auteurs. Même si ça reste de la fiction. Même si ça reste une fiction, de toute façon, les témoins directs, voilà, on en a bientôt plus, hein, donc il n'y aura plus que des fictions. Ou bien sûr des documentaires, des travaux d'historiens, etc. Mais vous n'avez pas peur que ça ne soit plus la réalité? Une déformation de la réalité. Après, oui, mais en même temps, est-ce qu'il faut, enfin, une fiction, c'est une réalité, c'est un vécu, c'est aussi une perception d'un événement. Si vous voulez, il n'y a jamais de... Tout texte littéraire est un texte qui est médiatisé par une identité, par une conscience qui transforme la réalité. Si c'est l'enregistrement brut des faits, c'est un film, un documentaire, mais ce n'est pas une œuvre littéraire. Une œuvre littéraire, dans tous les cas, qu'elle soit autobiographique, qu'elle soit fictionnelle ou non, est une œuvre qui reconfigure les données du réel, de toute façon. Et le lecteur sait qu'en ouvrant une œuvre de fiction, il s'agit d'une œuvre de fiction. Il y a un pacte qui est passé, et même dans l'œuvre autobiographique, de toute façon, le lecteur n'est pas naïf, il sait bien que même si l'écrivain compte faire preuve de la plus grande sincérité, il y aura une reconfiguration narrative des événements, de toute façon. Et c'est ça qui fait aussi leur force. Si vous voulez aborder la question de la déportation dans des procédés comme ceux de Georges Perec, dans la disparition, dans W, etc., c'est aussi nous forcer à réfléchir à cette question d'une autre manière que de la manière que la façon dont pourrait proposer un philosophe, un historien, un sociologue, etc. Oui, il y a un exemple fort caractéristique, ce sont les premiers livres de Modiano. Oui, voilà, hein, les premiers livres de Modiano qui ont permis effectivement aussi de poser cette question de la collaboration, de l'occupation, de façon assez manifeste. Hein. Et donc la littérature, c'est davantage œuvre de réflexion que œuvre d'histoire. Oui, voilà. Modiano, ce n'est pas un travail d'historien, bien entendu. Hein. Et on le voit même dans le plus historique de ses livres, hein, qui est Dora Bruder. Dora Bruder, c'est l'enquête sur cette jeune fille qui a disparu pendant l'occupation, dont il reprend l'enquête pour retrouver la trace. Mais alors ça va se partager entre effectivement quelque chose qui tend aux documents historiques, par l'insertion de documents, par des listes de noms, etc., etc. Mais en même temps, cela reste une fiction. Et l'intérêt du roman, c'est qu'à la fin, le roman échoue. Et c'est sa grande réussite finalement, parce que Modiano explique qu'il n'a pas retrouvé Dora Bruder, donc il a préservé l'énigme qu'est Dora Bruder, et c'est d'ailleurs ce qui lui a permis d'échapper aux nazis, parce qu'elle n'a pas été retrouvée, parce qu'elle est restée une énigme. Donc, et ça, si vous voulez, c'est la réussite de la littérature, c'est de nous donner les êtres sans faire la lumière sur eux. C'est de nous donner aussi l'identité comme une énigme, non pas comme une opacité, et non pas comme quelque chose de transparent, fiché, classé, numéroté. C'est ça, si vous voulez, le travail de la littérature là-dessus. Est-ce que les travaux de Hannah Arendt sur la banalité du mal, quelle est l'influence? Parce qu'elle a été beaucoup critiquée également par... Alors, de tous les côtés. Oui, c'est quelqu'un qui a été très critiqué pour ça. Bon, les premières traductions des travaux d'Hannah Arendt sur le totalitarisme, etc., arrivent, si je me souviens bien, dans les années 50, etc. C'est pas tout de suite. Il y a un délai, il y a quand même un délai qui va décaler cette lecture. En tant que tel, chez les écrivains dont il a été question, je n'ai retrouvé aucune référence, aucune trace de lecture des travaux d'Hannah Arendt, du moins directement. D'autant plus, par exemple,
dans la disparition de Derek, hein, il y a la question, et chez Modiano dans La place de l'Étoile, dans La danse de Gengis Khan, il y a cette question aussi de qui est posée, hein, du mélange entre la victime et le bourreau. Mais tout ça, c'est des questions qui sont posées avant qu'Hannah Arendt écrive sur Eichmann à Jérusalem, et donc pose la question effectivement de cette participation des Juifs à l'extermination. Donc il n'y a pas de... C'est une contribution qui est majeure à la réflexion générale historique-philosophique sur ces questions, mais donc là c'est plus, si vous voulez, une influence diffuse que des influences précises qu'on pourrait retrouver dans telle ou telle œuvre littéraire.